Karel Méran, qui est directeur général pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki. Bonjour, Karel. Bonjour. Est-ce que l'environnement, vous diriez, a été prioritaire? Ça a été un enjeu dominant dans cette élection? Ça a été un enjeu certainement qui a été plus présent et plus dominant que dans des élections par le passé. Mais une élection générale porte très rarement sur un seul enjeu. On va traiter aussi de développement économique, on va traiter des questions sociales. Mais cette fois-ci, vraiment, on a senti que l'environnement a pris sa place, sa juste place à travers tous les enjeux. Donc, je pense mais non, la campagne n'a pas porté uniquement que sur l'environnement. Oui, parce que les chefs en campagne ont beaucoup parlé de crédit d'impôt pour la classe moyenne, d'allocations pour les Mhm. aînés, de baisse de taxes. Mhm. Au Québec, on a vraiment parlé beaucoup, discuté de laïcité. Est-ce que vous pensez que quand même on aurait dû parler davantage d'environnement, que les chefs auraient dû en parler plus pendant la campagne? Je pense qu'on en a parlé beaucoup. Parfois, peut-être, on aurait aimé voir un peu plus d'échanges entre les chefs, mais ceci dit, dans les débats, par exemple, il y a eu des années où il n'y avait aucune question posée sur l'environnement. On en a eu cette fois-ci des questions. Ça a été l'occasion pour les partis vraiment d'aller en profondeur sur ces questions-là. Donc, on pense que dans l'ensemble, l'électeur maintenant peut comprendre un peu les distinctions qu'il y a entre les partis et entre les partis entre eux sur les questions environnementales et peuvent faire un choix éclairé. Maintenant, est-ce que la question de l'urne à la fin va être l'environnement ou autre chose? C'est vraiment difficile à dire. On ne le saura pas avant même les analyses, après les élections. Mais on en a parlé, je pense, c'est jamais suffisant, mais je pense qu'on en a parlé au moins de façon significative cette fois-ci. Bon, j'aimerais vous ramener sur un moment quand même marquant de la campagne électorale, cette marche pour le climat à Montréal le 27 septembre avec la jeune Greta Thunberg, qui a Mhm. attiré quelques centaines de milliers de personnes. Donc, vraiment, ça a été un événement marquant de cette campagne. Les chefs, Oui. à ce moment-là, ont beaucoup mis l'accent sur la lutte au changement climatique. Est-ce que vous les avez trouvés sincères ou opportunistes? Ah, je pense que je pense que il y a une sincérité là-dedans, c'est évident, mais en même temps, on sait que ce sont des politiciens qui sont en campagne et que s'il y a une grande mobilisation autour d'un enjeu, bien que les gens portent attention à un enjeu, bien sûr que les politiciens vont profiter de ce moment-là pour en parler. Et donc, c'est tout à fait normal qu'ils le fassent. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ce qui s'est passé en septembre, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire du pays. Il y a eu des marches qui ont rassemblé près de 100 000 personnes à Vancouver, 30 000 personnes à Ottawa, 30 000 personnes à Québec. Dans les petites villes, Victoriaville, il y avait 2 000 personnes, à Drummondville aussi, Rimouski, Rouen. Et donc, vraiment, on a dépassé largement le cadre habituel des manifestations environnementales et on se rend compte qu'on arrive à une forme de masse critique au pays de gens qui veulent que les politiciens, que les élus agissent sur cet enjeu-là. La difficulté qu'on a vraiment, c'est d'en arriver avec une offre politique de la part des partis, des formations politiques qui va fédérer ces électeurs-là. Force est de constater, si on regarde les sondages aujourd'hui, qu'il n'y a aucune des formations politiques dans celles qui proposent des choses sur la question du climat, des choses concrètes. Il n'y a aucune de ces formations-là qui a réussi vraiment à aller chercher l'ensemble du vote écologiste et donc des gens qui ont marché au mois de septembre. Et c'est peut-être ça qui va faire qu'à la fin, qu'on se rend compte peut-être que cette division-là du vote écologiste fait en sorte que peut-être le résultat de l'élection va sembler peut-être moins vert qu'on pourrait l'imaginer. Mais quand on va regarder la composition du Parlement, on va se rendre compte que les élus qui vont être en place ça va être le Parlement qui va avoir eu les positions les plus progressistes dans l'histoire du pays. Là, certainement, si je me fie sur ce qu'il y a dans les plateformes des partis politiques qui vont représenter une part significative là, du Parlement qui va entrer en fonction le 22 octobre. Oui, ça m'amène à vous parler du Parti vert. Je le dis à l'entrée de jeu, le Parti vert devait créer la surprise dans cette élection, devait avoir le vent dans les voiles, c'est ce que disaient les sondeurs, devait s'imposer notamment auprès des jeunes. Selon les derniers sondages, quand on regarde, le Parti vert est à moins de 10 dans les intentions de vote. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne du Parti vert dans cette élection? Écoutez, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de... le domaine de l'environnement a été un domaine où il y a eu vraiment beaucoup de joueurs qui ont dit beaucoup de choses et peut-être que ça n'a pas permis au Parti vert de se démarquer
autant que par le passé, alors que peut-être parfois la question environnementale était plus glissée, était marginale pour d'autres formations politiques. On a vu vraiment plusieurs formations politiques cette fois-ci arriver avec des propositions très, très avant-gardistes et intéressantes sur la question de l'environnement. Et ça a peut-être fait en sorte que le Parti vert s'est moins démarqué. Trouvez-vous que le par le Parti passé. vert, justement, a raté une belle occasion dans cette campagne? C'est dur à dire. Je ne saurais pas vous dire oui ou non. Est-ce qu'ils ont raté une occasion? Je pense que peut-être qu'ils avaient des attentes, peut-être qu'ils n'auront pas répondu à leurs attentes qu'ils avaient au début de la campagne. Mais ceci dit, c'est une formation politique qui porte des positions qui sont intéressantes. Puis je pense que c'est dans l'offre politique qui est mise de l'avant pour les électeurs. C'est intéressant d'avoir une formation comme le Parti vert qui a ce positionnement-là. Encore une fois, il faut comprendre que le vote pro-environnement ou pro-climat est un vote qui est très, très, très largement distribué dans plusieurs formations politiques. Et ça fait en sorte que peut-être tout le monde est un petit peu déçu le lendemain des élections parce que personne n'a réussi à fédérer ce vote-là. Oui. Parlant des lendemains d'élections, les observateurs croient qu'on va se réveiller avec un gouvernement minoritaire le matin du 22 octobre et ça pourrait être un minoritaire conservateur. Les conservateurs qui, comme on le sait, sont critiqués pour ne pas avoir, selon les critiques du moins, de plan en environnement. Est-ce que vous, ça vous inquiète? Pour nous, ce qui est important vraiment, c'est que les élus du nouveau Parlement travaillent ensemble, transcendent les lignes partisanes pour agir sur la question du climat. Parce que dans les prochaines quelques années, donc dans le mandat du prochain Parlement, il y a des décisions très, très importantes qui doivent se prendre si le Canada est pour atteindre ses cibles, ses objectifs en matière de lutte au changement climatique sur l'horizon 2030. On ne peut pas attendre en 2028 pour agir. Et donc, peu importe la couleur du gouvernement, est-ce que ça va être un gouvernement conservateur, libéral, minoritaire, majoritaire, une coalition? Pour nous, ce qui est important, c'est que les élus qui sont là servent la volonté des Canadiens. Et les Canadiens ont élu des gens avec un mandat très, très fort, ou en fait, n'ont pas élu, mais vont élire, si on se fait au sondage, des gens avec un mandat très fort sur nous voulons de l'action sur les changements climatiques. Donc, je pense qu'un gouvernement qui est démocratique, qui est à l'écoute des citoyens, va devoir aller au-delà de simplement servir simplement sa base électorale et tendre la main aux autres formations politiques. Ce qu'on espère, c'est vraiment qu'on puisse, comme on l'a fait par le passé, aller au-delà des lignes partisanes et trouver une façon que tous les élus travaillent ensemble pour la question du climat. C'est une question qui est trop importante pour la jeunesse, entre autres, pour qu'elle soit laissée, qu'elle devienne une espèce de ballon politique qu'on s'échange comme ça pour faire des gains. Ce serait vraiment très dommageable et très décevant pour nous. Mais est-ce que ça risque d'être plus difficile avec un gouvernement conservateur à Ottawa? Bien, ça reste à démontrer. Pour l'instant, ce qu'on a vu de la plateforme des conservateurs, c'est très, très, comment je dirais, c'est très flou. On sait qu'on va vouloir investir dans les nouvelles technologies. On parle aussi de trouver une façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre ailleurs dans le monde. On parle d'investir aussi dans le développement de l'industrie pétrolière. Donc, ces politiques-là, en fait, on doit pouvoir démontrer si ces politiques-là vont mener à une augmentation ou à une réduction d'émissions. Puis pour l'instant, malheureusement, comme on n'a pas tout le détail, on ne peut pas dire on va y arriver ou on ne va pas y arriver. Donc, nous, c'est certain que peu importe la couleur du gouvernement, le lendemain des élections, on va tendre la main pour travailler avec les gens. Par le passé, disons qu'il y a eu plus ou moins d'appétit sous les gouvernements précédents du côté des conservateurs, mais on espère que cette fois-ci, ça peut être différent. Oui, il y a le groupe du militant Dominique Champagne, que vous connaissez certainement, les gens du Pacte de la transition, qui lancent aujourd'hui un appel au vote stratégique pour empêcher justement l'élection d'un gouvernement conservateur. Quel est votre avis là-dessus à la Fondation David Suzuki? Bien, écoutez, nous, on est non partisans, donc on ne peut pas lancer des appels comme ça au vote stratégique. Ce qu'on dit, nous, c'est aux gens, allez voter. Si la question de l'environnement vous tient à cœur, allez voter, informez-vous. Et donc, on a travaillé très, très fort, entre autres, pour faire en sorte que les gens disent aillent voter lundi, sortent. Parce que c'est beau marcher, aller dans faire des manifestations, participer à des grandes marches, mais à la fin, on doit se donner des leviers politiques, c'est-à-dire avoir des élus qui vont aller au Parlement et qui vont voter les lois dont on a besoin. Et donc, on a dit aux gens, allez voter, informez-vous sur les plateformes, votez en fonction de votre conscience au plan de l'environnement. Et donc, il y a d'autres groupes qui choisissent d'aller vers des appels au vote stratégique. Nous, on ne peut pas nécessairement embarquer dans une telle démarche, mais on pense que tout ce qui permet aux électeurs d'avoir plus d'informations sur la question environnementale et de voter est utile. Donc, on essaie, nous, comme on le fait toujours, de faire de la sensibilisation au plan environnemental et aussi
de donner l'information qui est juste et qui est factuelle. Oui, et une fois justement qu'on va avoir voté, que les Canadiens vont s'être exprimés là, le lendemain du 21 octobre, qu'est-ce qui va rester selon vous de l'environnement? Qu'est-ce qu'on va retenir de cette élection 2019 en termes environnementaux? L'élection de 2019, c'est un jalon. C'est pas la fin de quoi que ce soit, c'est pas le début non plus de quelque chose. Ce qu'on a vu, par contre, depuis l'automne 2018, c'est une mobilisation sans précédent au Québec, au Canada et dans le monde sur la question du climat. Il y a plus de 7 millions de personnes qui ont participé à des marches, à des rassemblements dans le monde dans la semaine du 20 au 27 septembre. C'est inédit dans l'histoire humaine d'avoir un mouvement de fond aussi grand. Et donc, c'est pas un mouvement qui est là comme une vague et qui va s'estomper. C'est un mouvement maintenant qui est porté par la jeunesse. Si les formations politiques veulent avoir l'appui des jeunes dans l'avenir, ils vont devoir avoir une offre politique qui répond à l'urgence climatique. Et si on se dirige vers un gouvernement minoritaire, c'est évident qu'on dit souvent que le premier jour du gouvernement minoritaire, c'est le premier jour aussi de la prochaine campagne électorale. Donc, il va falloir que toutes les formations politiques travaillent à offrir des solutions aux Canadiens sur la question de l'environnement qui ne va pas disparaître encore une fois. On se rend juste compte que plus les années passent, plus les gens sentent l'urgence avec plus d'acuité. Et donc c'est pas là pour... l'élection marque pas la fin de ce mouvement-là, mais au contraire, c'est un moment dans une série de moments qui s'en viennent. Et à la lumière de ce que vous nous dites, vous ressortez de cette campagne électorale avec un sentiment positif envers l'environnement. Finalement, c'est positif le constat que vous en faites. Oui, on en a parlé comme jamais auparavant, mais non, en même temps, quand on finit la campagne, on se dit toujours on aurait pu en parler tellement plus, on pourrait en faire tellement plus si on était capable d'avoir un dialogue politique, un dialogue démocratique qui est moins polarisé sur la question du climat qu'elle l'est aujourd'hui. Comme pays, le Canada pourrait faire des progrès immenses. Malheureusement, c'est un enjeu qui est devenu polarisé dans certaines régions du pays et qui fait en sorte que des fois, on a de la difficulté un peu à trouver des consensus. Et le Canada est un grand pays et malheureusement, c'est un de nos défis de trouver une façon de trouver ces consensus-là. Puis c'est d'autant plus important de le faire que les décisions qu'on prend dans les années qui viennent vont être des décisions qui vont engager les générations à venir pendant des décennies. Et donc, il y a quelque chose là, je pense, qui dépasse la responsabilité des gens pour les prochains 4 ans ou de nous-mêmes pour nos prochaines années. C'est vraiment... les Autochtones parlent souvent de diriger, de prendre des décisions en fonction des 7 prochaines générations. On est exactement dans cette situation-là. Oui, ça va au-delà de cette élection. On dit que les politiciens gouvernent pour la prochaine élection, mais les leaders politiques gouvernent pour la prochaine génération. Alors, ça revient un peu à ce que vous nous dites. Oui. Absolument. Et je pense que les Canadiens et les Canadiennes ont besoin d'être inspirés et peut-être ne l'ont pas été suffisamment durant cette campagne-là. Et le thème de l'environnement est un endroit où on a cruellement besoin de se faire offrir de l'espoir puis une vision d'avenir qui est porteuse de changement. Puis on l'a senti un peu, on a du bout des lèvres, mais on n'a peut-être pas encore senti avec suffisamment de force. Karel Méran, directeur général pour le Québec et l'Atlantique de la Fondation David Suzuki. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.